Le 6 juin 1944, l'histoire s'écrit en lettres de feu sur les plages normandes. Un gigantesque succès allié, une opération titanesque qui libère toute l'Europe. Mais au milieu d'une des plus grandes batailles de l'histoire, il y a une fausse note qui résonne encore. Omaha Beach. Là où ça a foiré, et pas qu'un peu, des pertes massives, une coordination aux fraises, des bombardements en mode très aléatoire, et une défense allemande qui n'a pas fait du tout de cadeau. Alors, négligence, erreur humaine, ou simplement la réalité brute du chaos militaire? On reprend ça depuis le début. Alors bien entendu, on va remettre les vaches au milieu du bocage normand. En 1944, toute l'Europe est occupée ou presque par les scouts de Tonton Moustache. Côté Europe occidentale, les Alliés sont retranchés en Angleterre, le front russe à l'est et le front italien au sud. Et fatalement, face aux forces d'Hitler, ça ne va pas suffire, et les Alliés vont s'accorder très tôt sur la nécessité d'ouvrir un troisième front. Et chez Vox Chronica, même si on adore se moquer des dictateurs de tout poil, il est franchement acquis par Tonton Moustache et ses sbires que les Alliés vont débarquer en France. Donc c'est basiquement le secret le moins secret de toute l'histoire. Et si globalement pour certains comme Napoléon débarquer c'est juste descendre d'un bateau, pas la peine d'en faire tout un plat quand on s'appelle Bonaparte, les Alliés, eux, ont acquis que les opérations Overlord et Neptune allaient demander une certaine organisation. Et le délire du débarquement pour les Alliés, c'est donc d'aller débarquer sur une plage fortifiée, pas du tout on les attend, en Normandie. C'est ainsi dans la joie et la bonne humeur que sont classées les plages normandes sous les codes Gold, Sword, Juno, Omaha et Utah, ainsi que des parachutages pour désorganiser les arrières et couper les accès aux plages. Et donc du côté du renseignement allié, on a pas mal de boulot, vous comprendrez, parce qu'on débarque pas sur une plage en Normandie comme on va aux champignons. Entre mars et mai 1944, les avions de reconnaissance de l'US Air Force et de la RAF vont mitrailler le sol normand avec des milliers de clichés. Une sorte de Google Maps préhistorique pour repérer chaque bunker, chaque mine, chaque petit détail. Mais côté allemand, on n'est pas allé aux fraises non plus. Depuis 1943, l'organisation Todt est chargée de bétonner les côtes de l'Europe tout entière. Théoriquement de l'Espagne jusqu'à la Norvège, et on appelle ça le mur de l'Atlantique. Alors, ne vous emballez pas, les nazis y vont toujours un peu fort sur les mots. Certains endroits sont très fortifiés, comme le Pas-de-Calais, et d'autres peu ou pas du tout. La Normandie, elle, est en juin 1944 pas totalement fortifiée, et les Alliés vont compter beaucoup là-dessus. Tonton Moustache, de son côté, va croire dur comme fer que le débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Et les Alliés vont énormément jouer dessus. L'organisation Todt, c'était avant tout un colosse au pied d'argile. C'était un peu construit avec le cul, on va se le dire franchement, loin d'être terminé ou homogène. Et d'ailleurs, historiquement, ça a même été partiellement infiltré par la résistance. En 1944, certaines zones, notamment en Normandie, étaient sous-équipées en bunkers lourds, en artillerie puissante, faute de ressources et surtout d'une priorisation erronée. L'artillerie lourde mobile censée apporter la puissance de feu flexible était quant à elle trop rare et souvent placée beaucoup en retrait. Et dans certaines zones, les défenses louchaient littéralement. Et c'est notamment le cas des secteurs d'Utah et Gold où les tirs allemands ne couvraient pas toujours toute la plage de façon optimale. Et les Panzerdivisions, atout majeur des Allemands, étaient placés en arrière et sous les ordres directs d'Hitler, qui lui-même ne croyait pas du tout en un débarquement en Normandie. Et la plupart de ces détails, les Alliés le savent aussi. Le renseignement allié va donc se faire une idée très précise des plages du débarquement par divers moyens. Ainsi, à Gold Beach, en secteur britannique, à Juno Beach en secteur canadien, à Sword Beach en secteur britannique, à Utah Beach en secteur américain, et enfin Omaha Beach en secteur américain. Et avant même le débarquement, les Alliés savent que Omaha Beach sera le secteur le plus difficile pour eux de par sa topographie et ses défenses. C'est ainsi qu'au matin du 6 juin 1944, les opérations commencent par un bombardement aérien. Alors on va se le dire cash, le bombardement aérien sur Omaha Beach était assuré par la 8e Air Force, et en particulier ses B-24 Liberator de la seconde Bombwing. Et le concept même de la 8e Air Force était de bombarder de très haut avec une très grande précision. On pourra ajouter à ça une météo pourrie, un brouillard et des nuages qui empêchent de voir correctement les objectifs. Et tu as la recette parfaite pour un bombardement très compliqué. Quant à la 8e Air Force, elle est alors employée dans un registre pour lequel elle n'a pas du tout été créée. Pressée par un timing ultra serré, ils devaient arrêter leur frappe pile avant que les gars débarquent. Les pilotes n'ont pas eu le luxe d'attendre la bonne fenêtre pour viser. Second point où le foirage ne sera pas indulgent, le bombardement naval. Alors voilà comment ça s'est passé côté flotte alliée. Dès environ 6 h du matin, juste avant que les gars mettent le pied sur la plage, une armada alliée a ouvert le feu sur les défenses allemandes. Leur mission, dégommer les bunkers, les casemates, les batteries d'artillerie. Et pour les deux plages américaines, Utah et Omaha, une petite particularité, c'est qu'ils débarquent beaucoup plus tôt que le reste des autres plages. Ce feu d'artillerie navale a duré entre 25 et 60 minutes selon les plages. À Omaha, c'est un petit créneau de 25 à 35 minutes seulement. Nettement plus court que sur Utah, Juno, Gold ou Sword. Et pour expliquer ce délai, il n'y a pas une, mais plusieurs raisons.
Le bombardement naval à Omaha a été raccourci pour éviter des tirs amis lors du débarquement, limité par la topographie escarpée qui empêchait une approche courte. Les premiers soldats américains débarquent à Omaha vers 6h30. Immédiatement, ils sont accueillis par un feu intense, depuis les bunkers visiblement intacts. Après la deuxième vague, vers 7h30, on estime entre 2000 et 2500 morts, tués, blessés, disparus. 27 des 32 chars qui auraient pu faire la différence sur la plage coulent corps et biens. Le courant disperse ces unités, seulement 8 des 32 sorties prévues sont dégagées. Les conséquences sont un embouteillage au pire endroit possible sous le feu ennemi. Après plusieurs heures d'assaut complètement bloqués, les survivants d'Omaha commencent enfin à s'organiser. Vers 9-10 heures, des petits groupes reprennent pied, exploitent les quelques voies dégagées et remontent le relief. Les chars qui avaient été bloqués dans le sable voient enfin l'arrivée des renforts blindés, permettant une progression lente et douloureuse. Mais à partir de midi, les forces américaines ont sécurisé une tête de pont suffisante pour ouvrir la voie aux troupes suivantes. Côté perte à ce stade, le bilan est le plus lourd de toutes les plages du débarquement. Et maintenant que les défenses allemandes sont percées, il va falloir comprendre qu'est-ce qui a foiré. Mais on va recadrer un peu le truc. En 1944, le bombardement stratégique, c'est un concept relativement neuf. Ainsi, du côté de l'aviation, la 8e Air Force est utilisée à contre-emploi complet. Comme on l'a vu, la question était de faire une passe de bombardement très précise dans un temps très imparti, sans la moindre seconde chance. Et on va mettre les pieds dans le plat direct, ces 3 critères sur lesquels la 8e Air Force a toujours été totalement aux fraises. Ainsi, sur la précision du bombardement, la 8e vendait du rêve, se vantant de pouvoir mettre une bombe dans un bocal à cornichons. Spoiler, sur une usine, ils ont toujours eu beaucoup de mal, donc un bocal à cornichons t'oublie direct. Et bombarder une ligne de défense, c'est sans aucun doute beaucoup les surestimer. Pour vous donner un exemple, lors de l'opération Cobra, quelques semaines plus tard, la 8e Air Force a réussi à bombarder sa propre armée. Sur la ponctualité, même combat, la 8e Air Force a très souvent foiré sur des missions qui demandaient un timing très précis, comme à Schweinfurt en août 1943. Ainsi, la réussite des opérations à Omaha reposait surtout sur les 2 bombardements navals et aériens, principalement à cause de la topographie du terrain, mais était plus ou moins voué à l'échec avec l'assistance du Barnum de la 8e, pas vraiment capable d'accomplir la mission. Ce qui nous amène au second point qui a foiré, la marine. Et autant la 8e Air Force a vite montré ses limites dans un travail totalement à contre-emploi, et bombardé simultanément avec la marine, sinon ça serait trop simple bien entendu, que la marine se retrouvait limitée face à Omaha Beach par la topographie, la physique et surtout la connerie humaine. Ainsi, la Task Force 125, commandée par le contre-amiral Morton Deyo, décida de tirer d'assez loin, entre 9 et 15 km selon une doctrine américaine. Et forcément, pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour comprendre que quand on tire de loin, on est beaucoup moins précis. Surtout quand Eisenhower a donné la priorité à l'effet de surprise avant tout. Le bombardement ne devait durer que 40 minutes seulement, alors que dans le front Pacifique, tout le monde savait qu'il fallait au moins 3 heures. Donc si je te résume, Omaha était la seule plage sur laquelle le succès reposait principalement sur le bombardement et où ça a été totalement bâclé. Omaha, c'est aussi un peu le karma. Car si la puissante organisation Todd avait foiré Utah et Gold avec des angles morts et des casemates mal orientés, à Omaha, il n'y avait pas de malfaçon à signaler. Le renseignement allié, lui aussi, a pas mal pêché par confiance. C'est ainsi dans la joie et la bonne humeur qu'ils vont réussir à perdre une unité allemande, en se disant que bon, on s'en fout, de toute façon ils sont nuls. C'est ainsi que lors de l'attaque d'Omaha Beach, les Alliés ignorent totalement que la 352e division d'infanterie allemande est en position sur la plage, que 12 700 mecs en armes y avaient bougé sans qu'ils s'en aperçoivent, et qu'en plus, ils étaient loin d'être des manchots. Également à signaler un courant très local en face de la plage que les Alliés ignoraient totalement. Le débarquement avait été pensé dans les détails. Autant ils connaissaient l'heure des marées qu'ils n'ont pas du tout prévu un courant local face à Omaha. Ainsi, les courants plus une mer beaucoup plus agitée que prévu feront couler une bonne partie des blindés. Une fois au sol, le bal millimétré a vite été limité pour plein de raisons. Ainsi, il faut imaginer des unités chargées de dégager 32 sorties se faire clouer au sol, ne pouvant ouvrir que 8 voies par la faute d'obstacles non détruits ou renforcés localement au dernier moment. Et donc provoquant un bouchon là où il ne fallait pas du tout. C'est ainsi dans ce foutoir que le général Bradley va aussi avoir sa petite part. Dans les premières heures, Bradley a hésité à engager massivement ses réserves blindées. Face au chaos sur la plage, il a tardé à déployer les chars Sherman en renfort, craignant des pertes supplémentaires et des embuscades allemandes. Je vous laisse apprécier le concept d'avoir peur d'une embuscade au beau milieu d'une guerre. Et là où on l'a vu, les voies de dégagement étaient assez peu nombreuses, 8 sur les 32 prévues, Bradley serait également accusé de ne pas avoir fait dégager plus de voies. Et pendant qu'à Omaha c'était une littérale boucherie, les autres plages vont faire meilleure figure. Utah Beach par exemple, c'est un peu la success story inattendue du D-Day. Résistance allemande faiblarde, renseignement au poil et surtout un général pas du genre à paniquer. Theodore Roosevelt Jr. débarque en pleine forme. Résultat, un débarquement rapide, des pertes limitées et une avancée plutôt propre. Ensuite, Gold et Sword Beach, la version british avec ASOE qui a fait un boulot au poil.
Ainsi, les plages y seront isolées proprement par la destruction des ponts et des voies ferrées, créant un vrai foutoir dans les communications allemandes. Les Britanniques avaient bien pris la mesure du danger avec une coordination efficace et des bombardements mieux ciblés. Juno Beach, la plage canadienne, c'est un petit peu le juste milieu. Résistance allemande moins intense qu'à Omaha, mais plus solide que sur Utah. Les Canadiens, eux, étaient carrément prêts, avec des tactiques bien rodées, un appui blindé correct et une coordination qui a tenu la route. Le D-Day fut finalement un gigantesque casse-tête humain et matériel qui globalement fonctionna. Ainsi, Omaha, qui était connue comme étant la plus dangereuse des 5 plages du débarquement, demandant une organisation irréprochable, l'emploi d'armes parfois nouvelles et à contre-emploi, des renseignements qui ne devaient pas rater, mais qui ont foiré. Omaha prendra entre 2000 à 5000 vies côté alliés et 1200 côté allemand. Et le plus important dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ça ?